certains goûts, ou si vous voulez surtout la propager, la diffuser auprès de vos amis. Ce sera un plaisir pour nous de diffuser cette conférence. Vous allez m'excuser, ceux qui sont à distance, je vais regarder un peu les gens qui sont ici. Puis ceux qui sont ici, des fois, je regarde plus la caméra, fait que vous allez m'excuser pour tout ça. Je suis très content d'être ici et de vous présenter cette présentation-là. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la question des eaux usées, des surverses en particulier. C'est un sujet qui est très méconnu et qu'on gagne à être connu. On ne se rend pas service en se faisant croire que toute l'eau usée est traitée, ce n'est pas le cas. Il y a des circonstances où les eaux usées sont envoyées, mélangées ou pas, avec des eaux sanitaires et pluviales directement dans les milieux naturels, et ça pose des problèmes. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire la présentation. Je me suis acheté des bottes pour me promener dans les ruisseaux, littéralement. Et ça m'a rappelé mon enfance, parce que j'ai beaucoup joué dans les ruisseaux quand j'étais jeune, notamment le ruisseau Parizeau. Je vais vous en parler un peu. Et ça permet, quand on est en plein milieu du ruisseau, d'abord de prendre des photos comme celle-ci, sous la voie ferrée, dans le ruisseau Lapinière. Et ça permet aussi d'avoir un contact avec le milieu qui nous fait comprendre beaucoup mieux les enjeux liés à la qualité de l'eau et aux problématiques. On voit toutes sortes de choses. Des choses très intéressantes, des choses moins intéressantes, des choses qui nous inquiètent, des choses qui nous allument, des choses qui nous font réfléchir. Et c'est très intéressant. Donc, ce que vous voyez ici sur la figure, je vous le mentionnais, c'est à l'intérieur d'un tuyau qui passe sous la voie ferrée dans le bois Papineau, du Creux. Et on voit l'eau. On voit de l'autre côté, c'est sur le côté nord, on voit le ruisseau Lapinière qui arrive dans le ruisseau. Moi, je me déplaçais dans le tuyau pour aller un peu plus loin. Donc, le sujet de ma conférence, le titre de ma conférence, c'est quand les ruisseaux se transforment en égouts. Je vais traiter plus particulièrement de la question à savoir est-ce que les surverses affectent la qualité de l'eau que l'on voit. La présentation, le contenu de la présentation, 8 chapitres. Le premier, quelle est la situation? Je vais vous parler de la situation des ruisseaux au centre de l'île Jésus. L'île Jésus, c'est l'île principale de l'archipel de Laval. L'archipel de Laval, c'est 102 îles, un peu plus de 100 îles. Et je vais vous parler plus particulièrement de ce qui se passe dans les ruisseaux au milieu de l'île Jésus. Je vous fais ensuite une description de ce qu'est une surverse, un ouvrage de surverse, comment ça fonctionne. D'entre vous connaissez déjà ce que c'est. Je vais vous en parler un peu plus. Je vais vous parler plus particulièrement de l'ouvrage de surverse Belgrand. C'est le principal ouvrage de surverse à la ville de Laval. Il passe beaucoup d'eau à cet endroit-là. C'est sur le ruisseau Lapinière, tout près du bois Papineau. Je vous parle aussi ensuite des volumes, de présenter les volumes d'eau usée traitée en 2020. Combien d'eau ont été traitées dans les stations d'épuration de la ville de Laval. Ensuite, je vous présente le bilan des surverses à Laval en 2020. Je vous parle ensuite du contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans une surverse? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver sur le plan qualitatif dans une surverse? Je vais vous en parler. Mais quel genre d'indicateurs on peut prendre pour connaître la qualité de l'eau, notamment des surverses? Je vais ensuite présenter les procédés de traitement, sommairement, les procédés de traitement des eaux potables à la ville de Laval pour voir comment les procédés de traitement de la ville peuvent enlever les substances, les produits, les micro-organismes qu'on trouve notamment dans la surface. Et puis, évidemment, une conclusion. Donc, la situation des cours d'eau au centre de l'île Jésus. Vous avez ici la carte. Ça, c'est la carte des milieux naturels de Laval. Au centre, j'ai indiqué approximativement le bassin versant du ruisseau Lapinière. Le ruisseau Lapinière, c'est un ruisseau très important à la ville de Laval. C'est probablement le plus important. Et pas seulement par la cause des eaux qui véhiculent, mais aussi par l'importance de son bassin versant. Il reçoit les eaux d'autres ruisseaux plus petits, comme le ruisseau Parizeau, le ruisseau des Terres-Noires et aussi le ruisseau Paradis qui se jette dans le ruisseau Lapinière. Et le ruisseau Lapinière lui-même se jette au sud dans la rivière des Prairies. C'est tout près du pénitencier de l'Institut Leclerc. C'est un bassin de 8000 hectares, c'est à peu près le tiers
de la surface de Laval. Et le bassin versant du ruisseau s'apparente un peu au bassin versant des égouts. Évidemment, pour des raisons qu'on peut comprendre, l'eau s'écoule en suivant le relief du terrain. Quand on utilise les ruisseaux pour évacuer les eaux pluviales, c'est relativement facile. L'eau trouve son eau toute seule, puis elle s'en va dans les coins les plus creux, surtout les ruisseaux. Mais quand on veut transporter les eaux par des systèmes d'égout, évidemment, souvent on utilise les mêmes profils, les mêmes caractéristiques du terrain. C'est pour ça que les bassins versants s'apparentent. On va le voir un peu plus tard sur une carte, on voit les bassins versants plus urbanisés pour le traitement ou pour la collecte, autant les eaux sanitaires que les eaux pluviales. J'ai agrandi la carte, c'est un peu flou, là, mais j'ai agrandi la carte. J'espère qu'on voit suffisamment quand même les informations que je veux montrer là-dessus. On voit ici au sud le tracé un peu en pointillé, parce que les endroits qui ont été canalisés, du ruisseau Lapinière. Ici, c'est le bois du Sourlet, on passe par le bois Papineau, puis on s'en va, on se déverse, le ruisseau Lapinière se déverse dans la rivière Épinay. Il y a aussi le ruisseau Paradis ici qui monte, qui passe dans le bois du Vernet et qui prend sa source là, un peu au nord, dans le secteur Auteuil. Il y a le ruisseau des Terroirs qui est ici aussi, qui passe dans le secteur des Gouverneurs, ou le secteur qui est développé, et où en passant le ruisseau, c'est peut-être le meilleur exemple d'aménagement urbain où on peut utiliser les capacités du ruisseau pour le drainage urbain. Si vous voulez avoir un bel exemple d'aménagement, allez voir ce qui se passe avec ce ruisseau-là, on le voit. Il passe près des maisons, il est aménagé. Il y a des parcs linéaires qui le ceinturent, c'est vraiment intéressant. Paradis, c'est un peu moins heureux. On a fait un peu d'aménagement, mais c'est très linéarisé dans le secteur d'Auteuil. Disons, c'est moins heureux. Il y a quand même une partie dans le secteur agricole et dans le secteur boisé où le ruisseau est assez naturel, il a gagné son caractère naturel, c'est intéressant. Par contre, pour ce qui est du ruisseau Parizeau, il a été très urbanisé, très canalisé, il est presque disparu. Par contre, ce qui est surprenant pour ce ruisseau-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un petit tronçon qui est disponible, ici, près du bois d'Équerre, ici, près du bois des Nimbeaux, ici, près du bois Papineau, il y a toujours des très beaux paysages. C'est un beau ruisseau. Évidemment, l'écoulement est rendu très faible parce qu'on l'a dépouillé d'une partie du réseau qui recevait naturellement. Mais c'est des secteurs vraiment intéressants. Je vais vous présenter des photos qui mettent ça en évidence. Et vous voyez que le bassin versant commence très au nord. Hein. Presque tout le bois d'Équerre est dans le bassin versant de Lapinière. Donc, presque toute l'eau qui coule, de précipitation qui tombe sur le bois de l'Équerre, se trouve à couler vers la rivière des Prairies. C'est contre-intuitif parce qu'on s'attendait que ça aille plutôt vers la rivière des Médines, et ça coule vraiment vers le sud, vers la rivière des Prairies. Ça, c'est une image, encore là, c'est le même canal dans lequel j'ai marché et qu'on voit sur la photo de titre de ma conférence. Vous voyez que c'est un ouvrage très important qui accueille où l'eau du ruisseau passe. Et on voit que les lecteurs en ont profité pour faire de nouveaux paysages. Vous avez ici des images, des photos que j'ai prises, toujours en marchant dans le ruisseau Lapinière ou à proximité. C'est le ruisseau Lapinière, on voit qu'il a été très urbanisé, très modifié pour recueillir des volumes d'eau très importants, des volumes de surverse. Les eaux naturelles, ils coulent aussi naturellement, mais il y a aussi beaucoup de surverse qui coulent. On voit que les secteurs, les endroits où ça circule, mais aussi les secteurs où c'est complètement dégradé. Même les structures qu'on a ajoutées n'ont pas résisté au débit très considérable qui pouvait passer, ont été arrachés à certains endroits. Évidemment, c'est assez désolant de marcher ici. Par contre, dans d'autres secteurs, c'est quand même relativement beau. On voit que l'eau est très grise. Par exemple, on voit que c'est de l'eau qui est affectée par des surverses, mais on voit quand même que la nature de chaque côté a repris en partie ses droits. Ça, c'est le ruisseau Parizeau, comme je vous disais, il tient beaucoup à cœur. La photo du centre, je l'ai fait agrandir, je l'ai mis sur ma terrasse chez moi. Parce que c'est un ruisseau auquel je suis très attaché. J'ai beaucoup joué là-dedans quand j'étais petit. Je faisais partir des glaces au printemps, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai trouvé que c'est une très belle image où on voit vraiment le ruisseau avec l'écoulement. L'écoulement, il est permanent quand même. J'en ai parlé, il y a des tronçons.
sont presque complètement disparus, mais dans les tronçons qui restent, il y a un écoulement faible durant les périodes de sécheresse, il y a un écoulement permanent. Vous voyez surtout sur la droite des beaux endroits. Ça, c'est le ruisseau Parizeau près du bois Papineau. Ici, c'est dans le bois d'Édimbourg. Ici aussi, on voit qu'il y a un vieux tronc d'arbre qui est tombé, qui est presque fossilisé, il est très dur, et l'eau coule un peu par-dessus l'eau du bois du ruisseau Parizeau. De l'autre côté, on voit une partie moins glorieuse, je dirais plus urbanisée. On peut voir que, par exemple, ici, c'est une partie du lit du ruisseau qui a été asséchée. Parce que le ruisseau Parizeau, à certains endroits, il a été remplacé. Ça, c'est près de la 19 et la 440. Le ruisseau était, le cours d'eau a été dévié, le cours d'eau a été canalisé, a été abandonné, mais le lit est toujours là. Il pourrait s'élever à nouveau. Si on l'alimentait en eau, il pourrait s'élever à nouveau. Et ça fait pourtant peut-être 40 ans qu'il n'y a plus d'eau qui est envoyée ou qui est recueillie naturellement là-dedans. Mais il est encore au point le plus bas de ce secteur-là. Il pourrait éventuellement s'élever. Ça ici, c'est près du bois, pas tellement loin du bois de l'équerre. On voit que des sédiments, des branches s'accumulent à l'entrée. Et ça ici, c'est un peu un paradoxe, c'est l'aboutissement du ruisseau Parizeau, la canalisation qui mène dans l'intercepteur. C'est-à-dire que le ruisseau, ce qui reste du ruisseau Parizeau dans le bois d'Édimbourg, il est capté et il s'en va dans l'intercepteur. Et malheureusement, ça contribue à augmenter les surverses au sud. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau qui s'accumule ici, on voit qu'à certaines périodes, il y a beaucoup d'eau parce qu'il y a beaucoup de sédiments, comme vous pouvez voir. Pas de sédiments, mais de solides qui se sont accumulés. Et malheureusement, ça contribue à occasionner les surverses. Alors que si on avait conservé le lit du ruisseau Parizeau avec une collecte naturelle des eaux de surface, on aurait évité ça, qu'on aurait diminué considérablement les surverses aussi au sud. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une surverse? Vous avez une image ici de ce que c'est qu'un ouvrage de surverse. On peut voir que pour les eaux sanitaires, en temps normal, l'eau coule. D'ailleurs, c'est un exemple très, pas caricatural, mais presque, de la question des ouvrages de surface. On voit que les eaux sanitaires coulent. En temps sec, les eaux s'écoulent et s'en vont vers la station d'épuration. Et il y a aussi un captage du drainage pluvial qui est fait, qui est prêt à recevoir les eaux de pluie éventuellement. On va voir sur l'image suivante comment ça fonctionne quand il y a des eaux de pluie et cette situation. Évidemment, l'ouvrage de surverse, c'est lorsque l'eau monte trop dans ce conduit-là, il y a un débordement ici et ça s'en va dans le milieu récepteur. On voit si elle était un peu plus floue, celle-là, mais c'est la même image, mais en temps de pluie. On peut voir que les eaux sanitaires continuent à s'écouler. Par contre, les eaux de ruissellement du drainage urbain, celles qui viennent, par exemple, des routes et qui tombent dans l'épuisard, s'accumulent. Ça va dans le même réseau unitaire. Il y a aussi celle sur cette photo, sur cette diapo-là, où on voit l'eau des gouttières qui va rejoindre les égouts. Ça ici, aujourd'hui, c'est plus permis de faire ce genre de raccordement-là. Et ce qui est fait pour diminuer les volumes d'eau qui viennent des gouttières, normalement, les gouttières doivent être envoyées sur la partie perméable du terrain. Ça ne doit pas entrer dans les égouts. Et ça ne va pas contribuer, comme on le voit ici, à faire augmenter le débit dans le tuyau d'égout combiné pour générer, comme on le voit à droite, des surverses, qui est un mélange d'eau sanitaire et d'eau pluviale. Ça, c'est une image générique, évidemment, très schématisée de ce que c'est qu'une surverse pour faire comprendre le phénomène. Je vous parlais maintenant de l'ouvrage Belgrand. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un ouvrage très important pour les surverses. L'ouvrage Belgrand se situe, comme c'est montré sur cette carte-là, dans le ruisseau Lapinière, ici, près du bois Papineau. Puis, il est tout près aussi de Pinot. Évidemment, tout le bassin du ruisseau Lapinière collecte les eaux combinées, pluviales et sanitaires. Et lorsqu'il y a des pluies abondantes, il faut qu'une partie de cette eau soit dérivée vers le milieu naturel malheureusement. On voit ici l'ouvrage Belgrand.
On voit à gauche ici, ça c'est le tuyau qui permet au ruisseau Lapinière de couler en continu. Malheureusement, en amont de cet ouvrage-là, il y a aussi des surverses. Mais quand même, lorsqu'il n'y a pas de surverse, le ruisseau coule, il passe ici. Quand j'ai pris cette photo-là, je l'ai mis, je me suis dit, il va falloir que je marche là-dedans, il va falloir que je passe là. L'ouvrage n'est pas accessible, au moins il est clôturé, on peut monter sur le dessus, comme j'ai fait sur les prochaines photos. Mais on ne peut pas aller normalement sur le terrain, mais moi je veux voir ce que ça va aller. Je veux me rendre jusqu'au bout. Je vais le faire en passant par cette ouverture. Mais de l'autre côté, ici, ça c'est l'ouvrage de surverse. C'est là qu'il y a un ouvrage qui permet éventuellement, en temps de pluie, à évacuer les surplus pour éviter évidemment que les sous-sols inondent de pluie au moment où il y a des pluies abondantes, où il y a une fonte de neige abondante. En passant, les questions, on va les garder pour la fin, si vous voulez, parce que il y a quand même beaucoup de matériel à présenter, puis peut-être des réponses aux questions que vous avez en cours. L'ouvrage Belgrand en 2020, c'est 46 662 minutes de surverse. Durant 46 000 minutes, il y a eu des surverses à cet endroit-là. C'est l'ouvrage, l'un des ouvrages qui en a le plus. Certainement en volume, c'est l'ouvrage qui a le plus de volume. En durée, c'est un des ouvrages d'évacuation. Je pense sur les images suivantes, comment fonctionne l'ouvrage. Vous avez ici un croquis qui vous montre un tuyau combiné qui collecte les eaux sanitaires et pluviales du bassin de la Pinière. C'est un tuyau de 4575 mm. C'est gros comme ici, à peu près. C'est un très gros tuyau. En temps sec, il y a un peu d'eau, évidemment les eaux sanitaires qui coulent et qui se dirigent dans un tuyau plus petit de 1525 mm vers la station d'épuration. Il y a à l'intérieur de l'ouvrage une vanne basculante. Ici, il y a une photo, il n'est pas très clair, mais c'est une photo d'une vanne qui est très grosse. Ici, vous l'avez vu sur l'image précédente. Il faut 10 pieds par 10 pieds, quelque chose comme ça. C'est une vanne très importante. Elle est normalement relevée comme ça pour empêcher l'eau de passer. Et elle se jette quand la vanne est baissée, ben ça coule vers le ruisseau de Pinière. Quand il y a une pluie modérée, évidemment, il y a plus d'eau pluviale, d'eau de précipitation qui est collectée et qui s'accumule, qui monte dans l'égout combiné, notamment les eaux qu'on trouve aussi dans le ruisseau Parizeau au niveau du dépôt, et ça vient s'accumuler. Et encore là, on voit que la vanne relevée, l'eau s'en va majoritairement, enfin, dans ce cas-là, toute l'eau qui est collectée, le mélange d'eau pluviale et d'eau sanitaire, donc, s'en va vers l'usine de la Pinière. Dans l'image suivante, là, vous avez une condition de pluie forte. Mais une pluie forte, on s'entend, c'est en gros 10 mm, une pluie de 10 mm qui entraîne l'abaissement de la vanne. À ce moment-là, la vanne basculante s'abaisse et elle permet à l'eau de passer par-dessus et de s'engouffrer dans le ruisseau de la Pinière. Là, ici, on est en situation de surverse. On peut voir à ce moment-là que, évidemment, les eaux sont plus importantes. Il y a des circonstances où, quand les quantités sont vraiment trop importantes, où cette conduite-là, elle est même fermée complètement. Parce qu'on ne le voit pas, mais il y a un autre tuyau qui vient du secteur ouest de l'île, par exemple, qui transporte déjà beaucoup d'eau et qui alimente l'usine d'épuration. Il peut donc arriver des circonstances où on doit restreindre la quantité d'eau qui vient de cet ouvrage-là, pas seulement en l'envoyant vers le ruisseau de la Pinière, mais parfois en fermant la vanne ici. Évidemment, si la vanne est fermée totalement ou en partie, évidemment, il y a de plus en plus d'eau qui passe vers le ruisseau de la Pinière et vers la rivière Épéré éventuellement. Pour marquer les débits impliqués, compte tenu de la grandeur du bassin, on peut atteindre une fois dans 10 ans, dépendant de la précipitation. Et ça, c'était vrai dans les années 2000. Ça a augmenté depuis, c'est-à-dire que les volumes ont augmenté. On peut passer dans cet ouvrage-là de 40 à 50 mètres cubes sur an. Je vais vous dire que c'est à peu près le débit de la rivière des Mélines à l'étiage. Il passe en surverse, en eau usée, mélangée. Évidemment, c'est un gros mélange d'eau pluviale à ce moment-là avec les eaux de terre. Il peut passer autant d'eau
dans cet ouvrage-là que dans la rivière des Mélines, à certaines périodes de l'année. Donc, ça vous indique un peu le genre de volume qui sont en cause. Vous avez ici des images de l'ouvrage Belgrand, ça a été pris au-dessus de l'ouvrage Belgrand. Vous avez une image ici, prise le 21 mai 2019, où il y avait à l'œil, si vous l'évaluez à peu près dépendant de la grosseur et des débits qui passaient entre les dents de l'ouvrage ici, à peu près à 0,5 m3/s, à l'œil. C'est moi qui ai ça. Et ici, alors qu'il y avait une pluie relativement moyenne, qui est survenue le 23 mai, 2 jours plus tard, vous pouvez voir qu'il y avait, à ce moment-là, évidemment, on était en situation de surveillance, il venait d'avoir une pluie sur le territoire, on était à peu près à 5 m3/s. Donc, c'est beaucoup de litres, c'est beaucoup d'eau usée qui se déverse dans le ruisseau. Évidemment, malheureusement, le ruisseau, c'est peu un ruisseau. En amont, en aval de tout ça, c'est le ruisseau Lapinière, c'est littéralement un égout à ciel ouvert. Ça arrive suffisamment souvent au cours de l'année. Je pense qu'en 2020, c'était près de 70 jours où il y a eu des situations de surverse. Donc, c'est un ruisseau qui est très fortement, très dégradé. Les poissons ne l'aiment pas. Ils ne peuvent pas, même s'ils pourraient, compte tenu des débits, parfois venir frayer, comme quand j'étais jeune, jusqu'à Vimont, au centre de l'île. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas possible de faire ça. Et c'était un paradoxe, ce ruisseau-là, à partir de cet endroit-là. Il y a une bande riveraine très large, près de l'Institut Leclerc. Il y a une belle bande riveraine qui le protège peut-être de la vue, parce que c'est pas un ruisseau qui est beau à voir en situation naturelle. Mais c'est une bande riveraine, puis c'est un secteur qui se prêterait à une restauration. Parce que la bande riveraine est large, le ruisseau est beau, il est très connecté, c'est un ruisseau important, il pourrait recevoir des eaux pluviales, des volumes très considérables. On pourrait lui redonner une vie à ce ruisseau, un potentiel. Je vais vous parler maintenant des eaux usées, les volumes d'eau usée qui ont été traités à Laval en 2020. J'avais déjà fait une conférence en 2000, vous présentant les résultats de 2017. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de 2020. On voit sur cette carte-là les 3 zones d'influence des 3 stations d'épuration des eaux de Laval. Auteuil, qui s'occupe du secteur Auteuil, une partie de Sainte-Rose. Fabreville s'occupe de Fabreville, une partie de Laval-Ouest. Et Lapinière, qui est de loin la plus importante en termes de volume, qui prend tout le sud de l'île, les secteurs de Sainte-Dorothée, Chamédie, Duvernay, Pont-Vieux, Laval-de-la-Côte, Saint-Saint-Paul, Saint-François. Donc, il y a beaucoup d'eau qui est prise en charge par le secteur Lapinière. Vous voyez ici que le secteur d'influence de l'usine Lapinière est plus grand que celle du ruisseau Lapinière. Parce qu'elle comprend aussi d'autres secteurs qui sont normalement desservis aussi, qui seraient desservis par d'autres ruisseaux aussi, notamment à Sainte-Dorothée avec le ruisseau Papillon-Lavoie, le ruisseau Boudrillon, en tout cas, plein d'autres ruisseaux qui font aussi un travail de ce. En 2020, on voit un peu le profil des eaux traitées. C'est un graphique empilé. C'est un graphique qui est empilé où on voit les 3 courbes. Les courbes en bleu, c'est le débit qui a été traité à l'usine Fabreville, la station Fabreville. En brun, c'est ce qui a été traité à Auteuil. Et en gris, c'est ce qui a été traité à Lapinière. Donc, les graphiques s'empilent l'un par-dessus l'autre. Et l'enrobage général que vous voyez ici, c'est le débit des eaux traitées aux stations d'épuration sur l'ensemble du territoire de Ville-de-Laval. Chacun des. Évidemment, ici, vous voyez des débits très importants, c'est lié à la fonte des neiges au printemps, mais aussi au niveau de l'eau. Parce que le niveau de l'eau des rivières, des nappes phréatiques, il y a une partie d'eau qui s'infiltre dans les réseaux de vie. Et on voit que les débits augmentent considérablement. Vous pouvez être raisonnablement sûr que tout ce que vous voyez comme pic à ces moments-là, c'est lié à des précipitations. Ici, il y a un mélange de précipitations liquides et de fond. Vous pouvez être raisonnablement sûr qu'à chacun des pics moindrement importants, il y a eu aussi une situation qui s'est produite au moins à un endroit, une situation de surverse sur le territoire de la ville de Laval. Vous voyez donc, au cours de l'année, il y a peut-être il y a plus de la moitié des jours où il y a des situations de surverse. Et ce que on voit ici, c'est le volume traité. Il y a eu 115 millions de mètres cubes d'eau usée traitée dans les stations d'épuration.
C'est difficile d'évaluer comment il y en a eu de pas traités, mais à l'usine Fabreville, on a quand même une idée partielle, une réponse partielle. À Fabreville, on voit ici en gros la capacité de l'usine. On peut voir là, que 70 000 mètres cubes, la capacité à 75 000 mètres cubes, la station ne peut pas accueillir ces eaux-là, elle doit les dériver. Il y a une conduite qui permet d'éviter complètement l'usine. Donc, c'est une surverse majeure aussi, où l'eau ne rentre même pas dans l'usine, elle s'en va, puis elle est évacuée directement. On appelle ça une sorte de dérivation. Et c'est des volumes importants. On pense qu'il y a à peu près plus de 600 000 mètres cubes qui ont été dérivés sans aucun traitement à la station Lépinière. Ça se fait à des moments, comme vous le mentionnez, des moments de surverse aussi, où l'usine était fortement sollicitée par les eaux pluviales. Donc, il y a un besoin vraiment important d'agrandissement de la capacité de la station Fabreville. Et cette image-là illustre bien qu'il y a eu un problème très important. C'est la principale surverse qui se produit dans le secteur de Fabreville et dans la rivière des Mélines. Ça vient de la station Fabreville. La station elle-même a traité en 2020 environ 17 millions de mètres cubes. Et il y a 600 000 qui ont échappé au traitement. Bon, le bilan des surverses à la date, le secteur où je parle plus directement des surverses qui sont survenues sur le territoire. Vous avez déjà présenté cette carte-là. Ça, c'est les endroits, chacun des petits flèches montre un endroit où une surverse, un tuyau se déverse en situation de surverse dans les cours d'eau ou dans les ruisseaux. On voit ici, c'est le ruisseau Paradis. Vous voyez au centre beaucoup de surverses qui se déversent directement dans le ruisseau de la Pinière. Donc, pas directement au rivière, mais ils passent par l'intermédiaire du ruisseau de la Pinière avant d'être rejetés dans la rivière des Prairies. Un de ceux-là, ici, quelque part ici, c'est l'ouvrage Belgrade dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas vous dire lequel. Là. Les points ronds, c'est les ouvrages de surverse. Les flèches, c'est les lieux de débordement. Vous pouvez voir que sur l'ensemble du territoire, il y a 148 ouvrages de surverse. Il y a 94 endroits où l'eau se déverse dans la nature. Vous voyez ici, par exemple, que plusieurs ouvrages de surverse se déversent dans le même tuyau, qui tombent au même endroit. Alors qu'à certains endroits, il ne va y avoir qu'une seule ouvrage avec son propre tuyau, son propre émissaire qui s'en va directement. Vous voyez aussi sur cette carte-là, en trame de fond, vous voyez les bassins. Ça, c'est le bassin artificialisé de la Pinière, le tuyau que je vous montrais tout à l'heure, le 465, de 4000 millimètres, c'est dans ce bassin-là qui tire ces eaux pluviales. Vous avez aussi tout le bassin au sud, d'autres bassins, sous-bassins, qui arrivent qui sont traités, dont les eaux sont traitées à la station de la Pinière. C'est la même chose pour les bassins aussi, sur ces deux bassins de Hauteuil, le bassin Hauteuil et Sainte-Rose. Ici, au Fabreville, vous avez le bassin de Fabreville et le bassin de la Majesté. Donc, vous voyez que les surverses, il y en a beaucoup. Des ouvrages de surverse, il y en a beaucoup. Ça veut pas dire que chacun de ces surverses-là, il y a une surverse qui s'est produite, mais il y a quand même beaucoup de surverses qui se produisent, comme je vais vous montrer dans les personnes. Le nombre de surverses survenues en avant en 2020, vous l'avez ici, il y a 5 contextes de surverse, 5 occasions ou contextes qui font qu'il peut y avoir une surverse. Il y a des situations de fond, il y a des surverses très importantes. Il y en a eu 888 en 2020, pour une durée totale en heures de 6942 heures de temps où il y a des eaux usées à cause de la fonte. La pluie est aussi la situation la plus importante en termes de causes de surverse. Il y a eu 1037 surverses qui sont produites par la pluie. Mais pour des durées moins longues, 1896 heures. On sait que dans la période de fonte, il y a des surverses qui coulent pratiquement en continu. Lorsque l'eau a atteint un certain niveau, l'eau rentre dans les eaux d'égouts, puis c'est qu'en continue dans des situations de fonte. Les pluies sont plus momentanées, sporadiques. C'est pour ça que les longueurs sont importantes.
Les travaux planifiés, bien évidemment, il y a des travaux des fois qui doivent être faits, c'est des situations plus rares, 7, il y en a eu 7 en 2020 pour le 31 heures. En temps sec, ça c'est moins, c'est pas normal, hein. Il ne devrait pas avoir de surveste en temps sec. Il peut arriver des occasions, c'est comme une fuite d'eau, par exemple, une fuite d'eau potable, où les eaux s'en vont dans un réseau d'égout qui cause une surveste, ça peut arriver. Donc, il y a des situations qui arrivent quand même, qui sont relativement courantes. Mais en 2020, on a eu 8 pour une durée de 5 heures. Et il y a aussi des situations d'urgence qui sont un peu moins claires, des fois, là, à l'époque, quand il y avait une urgence décrétée pour des raisons d'inondation dans la ville, ben, toutes les surveillances à peu près qui arrivaient durant cette période-là étaient considérées comme des situations d'urgence. Alors qu'il y avait c'était plutôt lié aux précipitations, aux inondations, à la fonte. Mais maintenant, les urgences sont réservées aux situations plus rares. Et dans les cas d'inondation, on évoque la situation d'urgence pour catégoriser ces surveillances. Il y en a eu quand même 133 pour 283 heures. Au cours de l'année, donc, il y a eu plus de 2000 surveillances chez les trois grands pour une durée de 9150 heures. C'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'eau usée dans la ville. J'ai fait un petit tableau montrant l'évolution du nombre de surverses depuis 2017. On peut voir que c'est difficile d'évaluer les chiffres. C'est difficile d'évaluer s'il y a une tendance parce que c'est très lié aux précipitations. Par exemple, en 2017, il y a eu presque plus d'1 mètre d'eau de précipitation. Alors qu'en 2020, si la mémoire est bonne, il y en a eu moins de 900. Donc, c'est difficile à évaluer. Mais on voit ici dans 2020, il y a eu quand même le plus grand nombre de surverses. Et au niveau du nombre d'heures, c'est un peu plus élevé, mais pas beaucoup plus élevé qu'en 2017. Mais donc, c'est difficile. Est-ce que ça s'améliore, ça se détériore? J'avais la misère à vous dire. Mais une chose qui est améliorée considérablement, qui mérite d'être soulignée, c'est le nombre de surverses, le pourcentage de surverses qui sont mesurées. En 2020, il y avait 99% des surverses qui ont été vraiment mesurées par un équipement. Alors qu'auparavant, il y avait 71, 74, 78. Il y avait des équipements, des fois, qui détectaient une surverse. C'était une espèce de petit repère. Quand l'eau montait un peu, il déplaçait le repère. L'équipe qui passait pour il y a eu une surverse, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps a duré, mais il y en a eu une, il la répertoriait. Et c'était très difficile de faire une analyse à partir de ces éléments. Donc, les analyses faites pour les débits, par exemple, les durées, les chiffres ici pour les durées estimées qui étaient faites avec ces petits repères-là, la ville était obligée, si le repère était déplacé, de considérer qu'une surverse avait duré 24 heures. Donc, elle avait peut-être duré 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et donc, ça gonflait artificiellement la durée des surverses. Je peux donc dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fiable. Le nombre de la durée et le nombre des surverses qu'on a observé en 2020 est beaucoup plus fiable parce qu'on les mesure en fait c'est une amélioration considérable. Donc, vous avez le portrait, l'évolution. Peut-être que dans 10 ans, un peu plus, je pourrais faire dans une prochaine occasion, prendre les précipitations, essayer de faire une analyse, voir de quelle façon la situation évolue, est-ce qu'il y a un effet. Mais je préférais la faire après avoir plusieurs années de mesure avec un taux de mesure comme 99%, comme bon, qu'est-ce que ça contient une surverse? Puis quel indicateur on va prendre pour mesurer? Bon, ce que ça contient une surverse, en gros, résultat du transport des sédiments par l'eau de ruissellement, d'un mélange partiel avec les eaux sanitaires, l'eau des surverses contient notamment, mais ça décrit quand même bien la situation, ça contient des solides dissous, des solides en suspension, puis des micro-organismes. Donc, il y a toutes sortes de choses. Évidemment, dans les solides dissous, il y a toutes sortes de produits dissous. Et même chose pour les solides en suspension. Donc, en gros, ça décrit un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans les surverses. Une étude qui a été faite, là, je donne crédit, malheureusement, le crédit est masqué par la barre d'outils. Je ne sais pas si on ne peut pas la faire disparaître, cette barre-là. Le crédit, c'est la Fondation Lévière qui m'a permis d'utiliser ce graphique-là d'une étude qu'ils ont fait dans la rivière d'Assomption et dans ses affluents, qui démontre que la turbidité, qui est normalement un bon indicateur. La turbidité, je vais vous expliquer un peu ce que ça fait, mais on voit, excusez,
On voit ici une courbe qui montre la turbidité de l'eau qui est prélevée à une station, je pense que c'est la station d'Assomption. On peut voir que la turbidité est quand même assez reliée normalement avec la présence de micro-organismes. En haut, c'est une mesure indirecte de la présence de micro-organismes en eau. On peut voir que quand on a un pic, habituellement, ça correspond à peu près à un pic. Ici, il y en a un, mais on le voit moins. Mais ici, là, il semble avoir une relation assez étroite entre la turbidité et la présence de micro-organismes dans l'eau. C'est donc un indicateur intéressant, la turbidité, parce que c'est un indicateur global qui mesure différents paramètres, dont la présence de micro-organismes. Mais la Fondation Liddell a mis en évidence qu'il y avait des situations comme celle-ci où la relation de plus, on voit que la turbidité diminue. Et ici, il y a une augmentation de la présence de micro-organismes. Et heureusement, dans ce cas-là, il y a un appareil qui s'appelle un Coniminder qui permet de mesurer la présence de coliformes. Et c'est ce qui a permis de faire cette courbe-là aussi. Donc, c'est pas, ça a été mesuré à l'usine de l'Épiphanie. Ils ont dû prendre des mesures immédiates là, quand ils ont vu une augmentation de la demande en chlore. Ils ont dû augmenter les dosages de chlore pour faire face à la situation. Donc, la mesure en continu de la présence de coliformes donne une information complémentaire. La présence en continu, c'est celle qui est donnée par l'appareil de Coniminder. Bon, la turbidité, c'est causé par la présence en suspension dans l'eau de matières organiques, plancton, micro-organismes végétaux ou inorganiques, les métaux ou minéraux. Vous voyez qu'il y a un lien là, un peu entre ce qu'on peut trouver dans les eaux des surverses et ce qu'on trouve dans ce que mesure la turbidité. J'ai fait un petit dessin qui vous montre un peu, illustre un peu c'est quoi la turbidité. Vous voyez qu'il est vert en haut, une certaine couleur. On peut voir plus ou moins bien le poisson. Je peux vous garantir qu'il y en a un poisson qui est caché dedans. Mais on ne le voit pas parce que la turbidité est trop élevée. Donc, la turbidité, c'est une mesure un peu en gros de la transparence de l'eau. Plus il y a des micro-organismes, plus de solides en suspension dans l'eau, plus il y a de la turbidité, moins l'eau est transparente, moins on voit à travers. Là, on voit une situation de la turbidité, elle est décroissante. Évidemment, dans le dernier verre, l'eau est très propre, on voit le poisson très bien. En bas, on voit que la turbidité est la même que celle d'en haut, mais elle a une couleur différente. Donc, il y a une relation entre la turbidité et la couleur, elle n'est pas nécessairement très, très étroite. Il y en a une relation entre les deux, mais il peut y avoir une eau verte très turbide, une eau bleue très turbide, mais il peut y avoir une eau, toutes les eaux intermédiaires sont possibles. Donc, la couleur est un autre paramètre. Ce qui m'intéresse ici, c'est la turbidité. Bon, les procédés de traitement d'eau potable à la lave, je vais passer rapidement. Je ne veux pas passer à travers ça, voir si c'est trop long, mais je veux juste illustrer que là-bas, il y a plusieurs barrières de traitement. Ça, c'est la station Sainte-Rose. Il y a plusieurs équipements qui permettent de traiter l'eau à la station. Il y a plusieurs barrières pour arrêter les polluants qui peuvent être présents dans l'eau brute. Il y a plusieurs analyseurs en continu qui mesurent tous les paramètres que vous voyez dans le bas. C'est des paramètres qui sont mesurés en continu par des analyseurs en continu. Donc, les usines de Laval sont des usines robustes qui, heureusement, peuvent faire face à la situation, puis peuvent prendre des eaux de différentes qualités et les amener à un niveau de qualité remarquable. Vous avez ici, en résumé, les principaux traitements qui jouent un rôle dans l'enlèvement des substances dont on peut se débarrasser, qui sont présentes dans les surverses. Vous avez la décantation qui est très importante. On va l'illustrer sur le graphique suivant. La première filtration, l'ozonation, la deuxième filtration ici, qui est présente, qui est rare maintenant au Québec, mais qui est présente à Saint-Rome. Puis la chloration aussi qui joue un rôle pour la destruction des micro-organismes. Je vais passer, il y a beaucoup de figures, je vais passer rapidement pour illustrer comment fonctionne la décantation, qui est le cœur du traitement qui est le plus important. Donc, au début, il y a des particules qui sont stables. C'est des particules, normalement dans l'eau brute, dans l'eau qui rentre dans la station potable, la plupart des particules sont chargées négativement. Ça veut dire qu'elles se repoussent l'une l'autre, et c'est pour ça qu'elles forment une espèce de soupe très stable. Les particules ne peuvent pas s'agglomérer, mais sont réparties dans l'ensemble de l'eau et elles se repoussent. Ensuite, lorsqu'on ajoute dans l'usine, lorsqu'on ajoute du coagulant, vous ne voyez peut-être pas tellement bien ici, mais c'est tous des petits plus qui s'ajoutent, qui doivent être bien mélangés avec le contenu de l'eau. Ça fait en sorte qu'il y a une formation de flotte, c'est que les petits plus se collent sur les petits moins, évidemment, c'est comme des aimants. Ça fait en sorte qu'il y a un flotte qui commence à se former. On est toujours en train de la flocculation.
Par la suite, il y a un grossissement du floc qui se fait parce que les particules ne se repoussent plus, elles s'attirent même dans certains cas. On voit que le floc grossit à cette étape-ci. Dans le cas de l'usine Saint-Roch, on a un peu plus loin de la silice activée. Il y a une espèce de, comme les collants pour attraper des mouches, là, qui font ça comme un polymère, là, qui fait que les flocs s'agglomèrent, deviennent plus gros et plus lourds. Ça favorise le grossissement des flocs. On les voit, ils sont plus gros, ils ont commencé même à décanter un peu. Par la suite, on voit la décantation plus marquée de ces solides-là qui s'en vont vers le bas. Et puis, à la dernière étape, bien là, il y a dans le fond du décanteur, il y a un lit de boue qui s'est formé, constitué de tout ce que contenait l'eau. Ce qui se passe à partir de la décantation, évidemment, le surnageant clarifié, bien, il est envoyé dans l'étape du traitement. Cet élément-là de traitement, coagulation, décantation de l'usine d'eau potable, c'est un des procédés les plus robustes pour enlever les matières contrôlées. On voit ici l'image un peu croquis d'un décanteur, quand ça fonctionne. L'eau arrive par le dessous, passe à travers le lit de boue. Les boues, éventuellement, s'accumulent, débordent dans un concentrateur de boue et elles sont évacuées. Alors que le surnageant qui est clarifié, un peu comme je vous le montrais tout à l'heure dans les verres, les bréchants que je montrais, le surnageant clarifié, il est collecté et il est envoyé à l'étape suivante, à la barrière suivante, qui est la filtration. La filtration joue un rôle complémentaire. À ce moment-là, l'eau arrive sur le dessus du filtre, elle passe au travers du milieu filtrant et elle est collectée. Évidemment, il y a un enlèvement très important là, des substances qui font aussi au niveau de la filtration. Ici, à Sainte-Rose, le milieu filtrant est constitué de 800 mm d'anthracite, de 200 mm de sable. C'est un milieu très fin qui permet à l'eau de passer, mais qui retient les solides qui sont présentés. Vous avez ici un graphique qui vous montre l'enlèvement de la turbidité aux différentes étapes de traitement. Vous voyez que la turbidité d'eau brute, là, en bleu, ici, c'est la turbidité qui rentrait à la station. Vous voyez qu'il y a une grande variabilité. On voit une augmentation au même moment, il y a beaucoup de surverse dans les réseaux, il y a une augmentation importante de la turbidité au printemps. Vous pouvez voir que la turbidité atteignait une valeur des unités de turbidité, 45 unités de turbidité. Alors que si vous regardez la ligne brune, vous voyez ici qui donne la turbidité de l'eau décantée. Vous voyez qu'elle est extrêmement basse, qu'elle est extrêmement robuste. Il n'y a pas de petits pics, il y en a des petits, mais c'est très, très, très marginal. Donc, vous voyez que peu importe la turbidité qui rentre dans l'usine, la décantation est en mesure d'enlever une très, très grande partie du contenu en solide en suspension, en solide dissoudant. C'est quand même une filière extrêmement robuste. Je vais vous faire sur la prochaine, je vais vous agrandir la figure. J'ai choisi cet endroit-là d'agrandissement parce que ça se situe au moment où la situation de la qualité de l'eau brute était la pire. Je vais vous montrer quelle est la turbidité au niveau de la filtration à ce moment-là. C'est un agrandissement. Vous voyez ici, la turbidité en bleu, c'est la turbidité de l'eau décantée, qui est systématiquement inférieure à 1 au cours de l'année. Ici, elle était au maximum, elle était à 0,7, mais vous voyez qu'elle était très basse là, par rapport à la turbidité de l'eau brute qu'on a vu tout à l'heure. Et regardez la turbidité de l'eau filtrée. Je pense que le chiffre, c'était 0,04 ou 0,05 unité de turbidité. C'est de l'eau extrêmement pure. Et vous voyez que cette courbe est affectée d'aucun filtre. Autrement dit, peu importe la qualité de l'eau qui rentre dans la station ici, on peut s'attendre à ce que la station de potable soit suffisamment performante pour enlever tous les polymères qu'on peut mesurer, entre autres par ces paramètres-là de la turbidité. Donc, la filière de traitement de la station Sainte-Rose est extrêmement robuste. C'est un peu les mêmes filières que dans les autres usines de Chaudière. C'est des usines robustes dont on peut se fier. Et ça illustre une chose, c'est que les stations qui sont affectées par les surverses doivent absolument avoir des filières robustes. Parce que si les filières n'étaient pas aussi robustes que ce qu'on a ici, il pourrait y avoir des risques, effectivement, que les surverses occasionnent des pointes de pollution que les usines moins bien équipées auraient de la difficulté à se débarrasser. Et aussi, je veux mentionner que dans le cas des usines de Laval, c'est le cas de la plupart des usines moyennes, de moyenne importance au Québec, les procédés d'ozonation et de chloration présents à la station complètent efficacement l'inactivation des micro-organismes qui pourraient toujours être présents dans l'eau. Ça veut dire que la notion de barrière multiple,
Une très, très forte barrière, c'est l'enlèvement de la. On enlève à peu près 90% de ce que l'eau contient. On enlève à peu près 99% avec les filtres. Et s'il restait des choses, ben avec la chloration et l'ozonation, on peut se débarrasser. En conclusion, les surverses affectent la qualité de l'eau qui arrive aux stations de production d'eau potable, ce qui augmente les risques. Il faut faire vraiment attention si on chope les stations. Donc, les municipalités qui sont affectées par les surverses, en amont de leur prise d'eau, doivent avoir des procédés adéquats. Les procédés installés dans les stations de production d'eau potable sont robustes et efficaces. Dans le cas qui nous occupe, on peut être quand même rassuré que même si il y a beaucoup de surverses, il y a beaucoup de surverses en amont des prises d'eau, les stations de potable de Laval. Les stations qu'on a à Laval font le travail. Voilà. Si vous avez des questions, soit comment tu veux fonctionner, soit Jean de la salle ou Alors, pour les questions, peut vous lever la au micro. Bien. Donc, la question début. Demande s'il y a des réseaux d'eau pluviale à Laval. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec les eaux usées? Les bouts. Les bouts d'eau usée? Oui. OK. En fait, oui, il y a des réseaux d'eau pluviale, mais il y a toutes sortes de types de réseaux là-bas. Il y a des réseaux combinés, où les réseaux que ce soit à la fois des eaux pluviales et des eaux sanitaires. C'est l'exemple que je visitais par la station le village Belgrand. Il y a des endroits où, chez nous, par exemple, sur la rue chez nous, on a un réseau pluvial et un réseau sanitaire. Et ces deux conduites-là se longent sur la rivière et descendent vers la 440. Et au niveau de la 440, il y a un mélange entre les deux. Ça veut dire que c'est un réseau pseudo-séparatif. On prétend qu'il est séparatif. Il est séparatif à certains niveaux, mais rendu à un certain endroit, on mélange les deux. C'est comme si on avait un réseau unitaire. Donc, il y a cette situation qui existe aussi. Et il y a des endroits où il y a des réseaux vraiment séparés, eau pluviale et eau sanitaire, où les eaux pluviales sont prises en charge, par exemple, évidemment par un réseau séparé, mais aussi par des bassins de rétention où les eaux peuvent être, la qualité d'eau peut s'améliorer par le rôle des végétaux qu'on trouve dans ces bassins-là, et aussi par la filtration au niveau du sol. Pour ce qui est des boues, les boues sont utilisés, en fait, sont traités pour être transformés soit en granules, en tout cas, ou en amendement agricole. Il y a un traitement qui se fait pour les boues d'épuration. Éventuellement, ils vont être envoyés probablement à l'usine de méthanisation de la ville ou utilisés aussi soit avec différents autres amendements pour être valorisés. Il y a des choses qui sont faites avec les boues, qui sont pas achetées dans la nature. Autre question? Est-ce que vous avez une idée du coût ce que ça coûterait en fait pour réparer les surverses, faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout? Combien ça peut être évalué pour l'île de Laval de régler les ouvrages de surverses qui sont là? À traiter. Et il y a quelques années, je me faisais le promoteur de l'élimination complète des surverses, mais aujourd'hui, j'ai changé un petit peu mon discours. Je pense que ce qu'il faut faire avec les surverses, c'est qu'il faut faire en sorte que les surverses qu'on tolère, qui pourraient subsister, c'est des surverses qui pourraient être faites en respectant la capacité d'auto-épuration des milieux. Évidemment, ça veut dire beaucoup moins que ce qu'on a actuellement. Mais il pourrait arriver des circonstances exceptionnelles où on pourrait envoyer des eaux usées partiellement, mais très diluées, donc dans des situations de surverse, et ça coûterait beaucoup moins cher d'éliminer toutes les autres que d'essayer d'éliminer 100% des surverses. Mais c'est des coûts considérables. Honnêtement, il faut vraiment trouver des façons pour réduire les coûts. Une des façons de réduire les coûts, c'est de régler le problème à la source. Je vais donner l'exemple des eaux des gouttières, par exemple.
où l'eau doit être envoyée sur le terrain perméable des terrains. C'est une entreprise à long terme. On doit aménager le territoire, tout à fait l'aménagement du territoire, les stationnements, les aires perméables et imperméables, la protection des boisés, tout ça. On doit capter le maximum d'eau pour éviter d'aller que cette eau-là s'engouffre dans les réseaux et elle se mêler avec les surfaces. Probablement que la meilleure approche, évidemment, c'est de réutiliser les ruisseaux et de viser à long terme à ce que les ruisseaux soient eux-mêmes protégés en contrôlant la qualité de l'eau qui s'en va dans ces milieux-là. Et aussi, il y a quand même des ouvrages de génie civil si c'est nécessaire, comme par exemple le long du ruisseau La Pinière, il devrait probablement avoir un conduit, très gros conduit, dans lequel on pourrait emmagasiner temporairement les eaux à la Pinière et traiter les envoyer à l'usine d'épuration. Mais on parle certainement de plusieurs centaines de millions d'heures. La question est de savoir si on peut mettre des ouvrages, des équipements de traitement minimaux aux principaux ouvrages de surverse. La réponse est oui, mais c'est très coûteux. Le contrôle de ça, c'est pas toujours évident. Il y a dans certains ouvrages des dégrilleurs. On enlève les solides grossiers en suspension. Donc, il y a un certain traitement, je ne sais pas si on va appeler ça un traitement, mais on peut enlever les gros débris en suspension. Et de là à faire un traitement plus pointu, plus poussé de désinfection, par exemple, ça serait très difficile parce qu'il y a une très grande variabilité de la qualité des eaux. Puis les eaux sont parfois des fois très diluées, des fois plus chargées. Ça serait extrêmement coûteux. C'est probablement possible, mais extrêmement coûteux. J'en ai une autre. Après une pluie, on sait qu'il y a beaucoup de surverses dans la rivière des Mille-Îles, dans la rivière des Prairies. On voit beaucoup de gens aller en paddleboard ou en kayak et ils ne sont pas au courant de ça. Quelle serait votre solution? C'est d'essayer d'améliorer la qualité de l'eau. C'est sûr qu'il faut les aviser. Il y a des risques de maladies là, si on tombe dans une eau qui est puis, il faut se donner des plans ambitieux en ce qui concerne l'épuration des eaux, l'élimination ou la réduction des surverses. Il faut se donner du temps. Si on se donne un horizon très lointain, quand même, le plan est très ambitieux de réduire, c'est pas mieux. Disons, de respecter la capacité d'auto-épuration des milieux récepteurs, tu donnes ça comme objectif. C'est raisonnable de penser qu'on pourrait se donner 30, peut-être même 40 ans. Évidemment, il faudrait se donner un plan sérieux, puis qu'à court terme, on aurait des résultats qui font que la qualité de l'eau s'améliore. Et on n'évitera jamais complètement les situations où, par un ruissellement abondant, notamment les terres agricoles, ou les terres où il y a de l'élevage, où il va y avoir de la contamination qui peut présenter quand même un risque meilleur pour les gens qui font des activités aquatiques. Il faut avoir un plan aussi du style, par exemple, de faire pour la grande région de Montréal, faire des réserves d'eau potable, comme le lac de Montagne, qui est un très bel exemple où on peut se donner un réservoir d'eau claire. On pourrait se donner des règles alentour et en amont du lac des Montagnes, des règles qui font en sorte que ce réservoir-là est beaucoup moins soumis à des pollutions. Il y aurait des règles beaucoup plus exigeantes sur l'élimination et la réduction des surverses, pour avoir des règles sur, évidemment, sur la navigation, sur l'utilisation de moteurs électriques plutôt que de moteurs à gaz. C'est tout un beau plan à faire avec le lac des Deux Montagnes pour en faire une réserve d'eau claire, pour protéger tous les gens qui sont en aval, pas seulement au niveau des sports aquatiques, mais aussi de la qualité de l'eau. Réduire les risques au niveau de la qualité de l'eau des ouvrages de traitement d'eau, puis aussi même de ceux qui, sur le plan privé, utilisent l'eau. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. C'est pas une question? Oui, excuse, oui. On va juste faire. OK. Votre présentation de l'installation d'enregistrement
La question est de savoir est-ce que les appareils qui enregistrent les surverses sont fiables. Moi, je peux dire qu'ils sont vraiment fiables, enfin infiniment plus fiables que ceux qu'on avait auparavant. Il y a des gens qui passent à toutes les semaines pour vérifier leur bon fonctionnement, les calibrer au besoin. Moi, j'ai confiance, effectivement, avec un degré de confiance très élevé, que les chiffres qu'on a sont bons. On a juste un réseau d'eau, d'égout. Il n'y a pas un pluvial puis un sanitaire. Fait que les gouttières qu'on voyait tantôt par rapport à la maison, vous dites qu'il faudrait que ça s'en aille comme sur le terrain, dans la nappe phréatique. Ça ne peut pas s'en aller dans un autre conduit, que ça ne serait pas de l'eau sale puis que ça s'en irait dans les rivières. C'est jamais une bonne idée d'envoyer l'eau de gouttière dans un réseau, parce que même au moment où ça rentre dans le sol, ça peut même bloquer. Des fois, il faut excaver pour débloquer la gouttière. C'est jamais une bonne idée. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des réseaux sanitaires et des réseaux pluviales sur le territoire de Jésus. Il y a aussi des réseaux qui sont vraiment des réseaux séparatifs qui permettent de séparer les eaux pluviales des eaux sanitaires. Il y a des réseaux qui sont pseudo-séparatifs qui existent sur une rue, mais qui se mélangent un peu plus loin, donc qui ne font pas le travail de réseaux séparatifs. Donc, ça existe, ça aussi. Il y a les réseaux combinés. Donc, toutes les situations existent, mais les nouveaux développements qui se font à Laval se font dans les réseaux qui sont séparatifs. C'est-à-dire que les eaux pluviales sont envoyées dans des conduites pluviales et dans les bassins de rétention, où là, l'eau se filtre à travers le sol, où elle s'emmagasine temporairement avec un peu plus loin. Mais avec l'attrition, on connaît tranquillement la situation. Mais il y a encore des situations comme ça que j'ai illustrées au niveau des réseaux combinés qui occasionnent ça. Meilleur test pour décider des Les tests visuels, c'est quelque chose qui est facile. C'est moins facile pour l'intérieur des maisons, mais ça peut se faire avec des tests de fumée, par exemple. J'en ai fait quand au début de ma carrière, on envoyait de la fumée dans les réseaux d'égouts, puis là, on voyait si la fumée sortait par des évents, par exemple des évents de toit, où il y avait des évents de plomberie, où il y avait des liens qui n'étaient pas recommandés entre les différents réseaux. Donc, il y a des moyens de vérifier les raccordements ici, mais pour ce qui est des gouttières, l'inspection visuelle donne généralement, c'est la meilleure façon de détecter. J'ai une question. Ce serait quoi le potentiel de réduction des surverses si on végétalisait les stationnements les plus importants, genre des pavés là, qui sont ouverts avec du gazon, là, des pavés de béton avec des surfaces ouvertes là, qui absorbent? Je dirais probablement relativement faible, parce que quand on regarde l'importance des surfaces imperméables sur le territoire, la majeure partie des surfaces imperméables, c'est les routes. Il y en a énormément. Évidemment, on ne peut pas complètement, on peut réduire le gabarit des routes, on peut faire un petit gain comme ça, on peut végétaliser les côtés de route. Mais la plus grande partie de l'eau qu'on retrouve dans les égouts en situation de précipitation, c'est de l'eau qui coule sur les routes. Évidemment, il y a de très grands stationnements. Et tout ce qu'on fait pour mettre de la végétation, enlever de l'asphalte pour mettre de la végétation, c'est un pas dans la bonne direction. Et ça va être fait. Mais pour ce qui est strictement des stationnements, je dirais que c'est probablement moins de 5 de ce qu'on pourrait faire, même si on faisait quelque chose d'excellent en termes de stationnement. Mais là, je parle de grands stationnements de centres d'achat. Parce qu'évidemment, il faut penser aussi aux centres d'achat privés, mais aux stationnements privés, où il y a moyen de faire des stationnements perméables, où l'eau qui tombe sur le stationnement quand le vêtement est perméable, l'eau peut s'infiltrer et ne pas encombrer le réseau. Il y a tout un effort à faire, autant sur les terrains privés que dans les grands stationnements, que sur les routes. Il va y avoir aussi en aval du traitement à faire. Il faut envoyer cette eau-là, notamment dans les ruisseaux, avec des traitements aussi pour protéger les ruisseaux. Il y a moyen de faire. Même si ces eaux-là arrivent quelque part, on peut les gérer adéquatement. Dernière. Moi, je veux juste être sûr que j'ai bien compris quelque chose tantôt quand on voyait l'image avec toutes les petites flèches rouges autour de l'île de Laval. Là. Si j'ai bien compris, les flèches rouges, c'était des conduites sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est que s'il y a une grosse pluie, puis les égouts, puis l'eau, elle se mélange là-dedans, puis ça passe direct, on n'a pas de vanne là-dessus, on n'a pas de contrôle de débit, ça s'en va direct dans la rivière. Des ouvrages où il y a
un écoulement vers la rivière potentiel, mais elles sont toutes faites, comme je l'ai illustré parmi les premières diapositives, où on voit qu'en temps sec, en temps normal, il n'y a pas d'eau qui s'en va à la surface. Ça prend un certain niveau de pluie, et même quand une certaine pluie, il y a une partie de l'eau de pluie qui est envoyée à l'usine d'épuration, qui est traitée avec les eaux sanitaires. Ça prend un certain niveau. Ce n'est pas n'importe quelle pluie qui génère une surverse. Je le mentionnais pour l'ouvrage Belgrand, ça prend une pluie au moins 10 mm. En bas de 10 mm, ça arrive, mais c'est rare. Évidemment, c'est une pluie de 5 mm qui survient au moment où il y a une fonte de neige, là, c'est sûr qu'il va y avoir une surverse à l'ouvrage Belgrand. Et le reste de l'année, et puis, donc, ces ouvrages-là, il y en a qui ne coulent jamais. Il y a un certain nombre des 144 ouvrages de surverse qui ne coulent jamais. Mais il y en a peut-être la moitié environ, où il y a occasionnellement les surverses. À Belgrand, il y en a durant 70 jours par année, en 2020. Et donc, c'est occasionnel. Et ça dépend de l'ouvrage. Il y en a des fois qui peuvent être très, très, très sensibles avec 7-8 mm pour avoir une surverse. Il y en a qui sont peu résistantes, que ça fait une pluie considérable, qui déborde 1 ou 2 fois par année seulement. Et là, c'est des pluies de 50 mm, des choses comme ça. Donc, il y a toutes les situations potentielles. Il ne faut pas penser que chacun de ces tuyaux-là coule en continu à chaque fois qu'une pluie. Ils sont aménagés justement pour ne pas couler inutilement. Ils coulent seulement quand le réseau risquerait de déborder ou qu'il risquerait d'avoir des refoulements dans le matin. Tantôt, vous avez parlé de centaines de millions de dollars pour améliorer la situation des surverses. C'est pas tant que ça, parce que si on demandait, par exemple, 200 $ à chacun des citoyens qui seraient au courant, on aurait déjà l'argent pour faire le travail. Alors, est-ce que c'est juste une question de sensibilisation des citoyens pour qu'ils sensibilisent les élus pour qu'ils agissent? Je pense que je suis content que tu poses la question, Denise, parce que quand on prend l'exemple du ruisseau La Pinière et du ruisseau Parisien, il y a une grande partie du territoire au cœur de l'île de Jésus qui est hypothéquée par la question des surverses. On dissuade un peu la visite le long du ruisseau La Pinière et du ruisseau Parisien, parce que des fois même ils sont en flou. Il y a des potentiels de parcs linéaires extrêmement intéressants dans ces territoires. Ce n'est pas seulement ce qu'on perd parce qu'il y a des surverses dedans, mais ce qu'on perd aussi en potentiel de milieu naturel et de milieu récréatif. Il pourrait y avoir le long de ces axes-là, le long des ruisseaux, quelque chose où des axes où les gens pourraient se déplacer. On pourrait employer le déplacement actif là, pour le vélo à pied. Il y a tout un potentiel de renaturalisation. Moi, je pense que la ville de Laval devrait avoir un projet fort de renaturalisation du ruisseau de Pinière. C'est ambitieux, mais ça serait extrêmement intéressant que les gens retrouvent le ruisseau de Pinière, puissent faire, comme moi je l'ai fait avec mes grosses bottes, puissent le faire sur les côtés, profiter des paysages. C'est toujours très beau, un ruisseau, même très petit, même lorsqu'il est sec, il y a quelque chose, le paysage là-dedans qui nous imprègne. Le bruit de l'eau quand on marche dans le ruisseau, c'est vraiment intéressant. Il y a tout un potentiel. Donc, tu as raison, les millions de dollars qu'on pourrait mettre là-dedans, nos rivières, on ne peut pas les utiliser en grande partie parce qu'on les détériore avec nos surverses. On ne peut pas demander l'avis des poissons, mais si on le faisait, on peut connaître la réponse. Les poissons sont malades. La pêche est compromise dans les surverses. Les activités nautiques sont compromises. Nos traitements dans les unes coûtent plus cher parce que les surverses, on induit des risques à cause de ça aussi. Et il y a tout un gain à obtenir à régler le problème des surverses. Effectivement, l'investissement qu'on va faire, les gens ne le voient pas, on s'est caché un peu. Les gens, quand ils vont réaliser tous les impacts, je pense qu'ils vont se mobiliser pour essayer de récupérer leur terrain. Le centre de l'île qu'on a rendu inaccessible, c'était les plus beaux endroits du territoire. Le marché avait des boisés. Quand on regarde aujourd'hui la carte, une des cartes du schéma d'aménagement, la carte du parc industriel, si on imagine le même parc au cœur de l'île, si on mettait un parc linéaire, ça ressemble à un parc linéaire, le parc industriel. Au centre de l'île, et là où se trouvent les meilleures terres, les plus beaux ruisseaux qui ont été malheureusement détériorés, les boisés qui ont en partie disparu. Il en reste encore heureusement des vestiges intéressants comme le bois Papineau, un peu le bois de Naples,
le bois des dingos. Il faut absolument protéger ces bâtiments. Dernière question. Les bassins de rétention de surface, pas nécessairement ceux qui sont enfouis, si on en créait davantage, encore là, au niveau des surverses, si on expropriait certains terrains pour faire des bassins de rétention pour l'eau de pluie, par exemple, on pourrait aller chercher combien de réductions en surverse approximativement? Un potentiel très important de réduction des surverses par les bassins de rétention. Mais pas nécessairement les bassins de grande taille. Il peut y avoir des bassins ou des fossés le long des routes. Il peut y avoir sur les terrains privés, sur les terrains municipaux. Il y a une protection des milieux humides aussi plus importante. L'utilisation des ruisseaux. Il y a un énorme potentiel de création de petits bassins où les eaux pluviales pourraient être emmagasinées temporairement, où le sol pourrait être utilisé pour filtrer l'eau. C'est quelque chose d'intéressant. Et là, je dirais que le potentiel est vraiment très, très important. Peut-être pas 100%, mais on pourrait régler la question des surverses avec des bassins de rétention, une retenue locale des eaux et des eaux de fond. Merci beaucoup, Jean Lavoie, pour cette conférence très instructive. J'espère va être diffusée par vous tous auprès de vos amis, auprès de vos collègues, auprès de votre famille, pour que tous soient au courant de ce qui se passe avec nos eaux usées, parce qu'on n'est pas assez au courant de ça, on n'est pas assez conscientisé, et il faut en parler à nos élus aussi. Réglons ça rapidement pour qu'on puisse récupérer nos beaux cours d'eau, nos ruisseaux, en profiter et en jouir comme on aime voir le paysage magnifique, propre. Et la rivière des Mille-Îles va mieux s'emporter. Les ruisseaux, la ruisseau La Pinière, tous nos ruisseaux, respectons-les. Et merci Jean de nous avoir sensibilisés à tout ça. Bonsoir à tous. Merci Corinne qui s'est occupée de la technique aujourd'hui et merci à vous d'être présents avec nous. Alors, on vous parle du Centre d'interprétation de l'eau à Laval. On vous invite à venir faire un tour chez nous. Merci.